Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'1 heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 15e de la saison ce soir. 15 comme le nombre d'années qu'a dû attendre le fils de Luis Enrique pour voir son père lui dédier son premier but. Enfin, dimanche face à Canet Rocheville. Félicitations Luis, de belles images, le foot qu'on aime. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef, autoproclamé vampire du football pour son attrait pour le chaos, pour les ténèbres et pour l'odeur du sang. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et à tous ceux que l'Olympique de Marseille a tués durant ces longues années. J'ai bien aimé ce colibé que tu t'es attribué toi-même, hein, vampire du football, Ouais. Ça te va bien, je trouve. Ouais, puis vu la gueule de mes dents, ça sonne aussi. Avec nous également, et il fait son retour, celui qui a très peu dormi samedi soir, puisqu'il a passé la nuit à fêter le titre algérien en Coupe arabe sur le Vieux-Port, mais rassurez-vous, il était bien couvert, avec notamment ces magnifiques gants en cuir que vous pouvez voir sur Twitch. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Oui, je ne parlerai pas de la Coupe arabe. En plus, je sais que Marwan l'a beaucoup apprécié. Moi, ça reste juste une coupe où il y a des remplaçants qui ont joué. Mais je ne vais pas lancer un débat là comme ça. On parle pas de la Coupe arabe, mais on peut parler de tes gants en cuir qui nous ont subjugués samedi soir avec Idriss. Écoute, Idriss me lance beaucoup de pics sur mon style vestimentaire, mais si on montre des photos entre mon style et le sien, je pense que j'emporterai la majorité des suffrages. Oh, mais écoute, un survêt, un pull, c'est réglé. Hein. Moi, il n'y a pas de style. Oui, Vous voilà, savez quoi donc, Je pense qu'en fin de saison, on va mettre une photo de chacun de votre style, on va faire un sondage Twitter. Non, mais il a gagné. Moi, je m'en fous, c'est tout. voilà, donc. Moi, je suis en bas de survêt Primark, un pull Brooklyn Nets, et je suis dehors, ça y est, c'est fini. Et les gants en cuir tiennent plus chaud que les gants en laine, sachez-le. C'est bon, le point Christina Cordula est terminé. Juste les amis, quand samedi soir, on était avec Mathieu, on a vu Amaïs arriver avec ses gants en cuir. Mais écoutez-moi, le fou rire, j'ai réveillé tout le Vieux-Port. Le Vieux-Port qui était déjà bien éveillé. Ah oui, le Vieux-Port avec des Algériens qui klaxonnent, alors imaginez le bruit. Bon, on peut lancer l'émission. En fait, toujours avec nous, un homme vil, puisqu'il n'hésite pas à ouvertement tenser des personnes de cette émission sur leur situation capillaire désespérée. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous les amis. J'allais commencer à débattre avec Kamaes sur la qualité de la Coupe arabe, puis j'ai vu qu'il portait des gants en cuir, et là je me suis dit que on pouvait pas discuter de tout le sujet avec tout le monde, donc voilà, donc je vais m'abstenir. Non, la compétition était réussie pour le coup. On va pas se mentir, mais bon, après là n'est pas le débat du soir. On pourra en parler après. Les amis, on ne sera pas seuls ce soir puisqu'on a le plaisir d'être accompagné d'un ami de l'émission, puisqu'on le reçoit pour la 2e fois. C'est Benjamin Poté qui est avec nous ce soir. Salut Benjamin. Salut, merci pour l'invitation les gars. Merci d'être avec nous, merci à toi surtout Benjamin. Tu étais venu nous voir il y a environ 1 an à peu près pour parler du film Gunnar. C'était l'épisode 6 de l'émission en octobre 2020 à peu près. Il est toujours disponible à la réécoute si vous voulez revivre cette émission. Ton film sur Gunnar, donc, qui retraçait la vie de l'iconique buteur de l'OM, Gunnar Andersson, un film que tu as réalisé. On s'était vu en plus en studio à l'époque. En plus, je crois que c'était le dernier jour de la campagne de crowdfunding que tu avais lancée. C'était dans les derniers jours. C'était dans les derniers jours, exactement. Et, on avait eu l'honneur de le recevoir 3 heures avant l'after. Tout à fait. Ouais. Ouais, exactement. Et voilà, la première émission de France, tout ça, zappé. On reçoit souvent les invités avant l'after. Hier, l'after a invité Sébastien Louis, qu'on a reçu il y a quelques semaines déjà. Ils ont posé un traquenard à Sébastien Louis, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Utilisant les bons termes, tu as raison de souligner ça. Et d'ailleurs, sachez qu'on travaille déjà sur un épisode 2 avec Sébastien Louis où il aura davantage l'occasion de parler plutôt que de se faire couper la parole. Voilà, donc ce sera en janvier ou février, normalement, il reviendra nous voir Sébastien Louis. Mais du coup, Benjamin, pour revenir déjà sur ta venue lors de la première émission, donc on disait, on t'avait reçu, donc c'était peut-être le dernier jour de la campagne de financement, et ça avait été une franche réussite, puisque tu avais, il me semble que tu avais dépassé assez nettement même ce que tu visais. Ouais, on était arrivé on avait dépassé la jauge d'une 20-25% à peu près. J'avais demandé 17 000 et quelques euros, et on est arrivé quasiment à 21 000, donc c'était super. Donc merci du coup de patte les mecs.
Ah bah, écoute, vous apporter la petite pierre à l'édifice qui fait que ça tient debout maintenant. écoute, c'était un plaisir. Et depuis, le film est bel et bien terminé, hein. Des diffusions, des projections ont commencé. Il a même été primé dans des festivals. On va en parler. On va faire un point avec toi sur les derniers mois qui se sont écoulés, et puis sur ceux qui arrivent aussi, puisque c'est que le début pour toi et Gunnar. On te le souhaite en tous les cas, hein. Et puis tu vas nous accompagner tout le reste de l'émission pour nos débats. Alors on va pas débriefer le match de ce week-end, les gars. On va essayer de faire plutôt un petit bilan de la première partie de saison de l'OM qui s'achève demain face à Reims. Donc êtes-vous déçus, heureux, ou les deux, hein, c'est possible aussi. Qui vous a surpris, qui vous a déçu lors de cette première partie de saison. On va revenir sur tout ça. Bref, on a beaucoup de choses à dire. Donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 15. C'est parti, Idriss, jingle. On va commencer avec la première partie, donc sur le film Gunnar avec Benjamin Poté, son réalisateur. Déjà, Benjamin, la première question qu'on peut te poser, c'est depuis le temps depuis ça fait quoi? Ça fait quelques mois. Comment vas-tu? Comment se sont déroulés ces derniers mois pour toi qui, on l'imagine, ont été très très chargés? Au final, heureusement, on a eu des confinements quasiment interminables qui fait que j'ai pas pu opérer, on va dire, mon activité principale de guide conférencier, guide touristique, mais ça a bien repris depuis l'été. Et puis au final, ça m'a permis, en tout cas, ce moment-là, de pouvoir finir le film, donc via la campagne de financement participatif, via le montage final, mixage son, tout ça. Après, c'est vrai que le film a été lancé seulement en septembre, on va dire même en novembre, pour les projections publiques et ouvertes, tout simplement parce que il n'y avait plus de place dans les cinémas, dans le sens où à cause de la pandémie, c'était vachement restreint. Mais tout va bien depuis, hein, tout roule. Ça a été, on imagine, assez animé, hein, ces dernières semaines. Alors, entre les projections en salle qui commencent, il y a aussi eu des nominations dans des festivals, on va en parler un peu plus tard, mais déjà pour les projections, il y a déjà des petites projections qui se sont déroulées, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. Alors, on avait commencé aux variétés de manière privée, on va dire, pour récompenser une partie des crowdfunders qui avaient donné, on va dire, un minimum. Tout simplement. On rappelle que tu avais lancé une campagne pour financer l'achat des images d'archives qui sont très chères. C'est ça. Il y avait à peu près, sur les 17 000 euros que j'avais demandé, j'avais budgété à peu près 9 000 euros, moitié, on va dire, de frais techniques qui nous restaient, c'est-à-dire même payer des droits, par exemple, à un musicien, un Italien que j'ai trouvé via des plateformes et tout ça, payer le monteur, payer un mixage son parce que ça coûte quelque chose, et puis c'est moi qui avais opéré le son tout le long, et puis quand on dirige et qu'on est obligé d'opérer le son, c'est pas toujours compliqué, donc il y avait du boulot là-dessus. Et puis l'autre moitié, c'était vraiment l'achat d'archives à Blina, à Pathé Gaumont, des photos à l'équipe, à la Provence, à la Marseillaise, donc voilà. Et c'est vrai que d'avoir réussi à avoir un petit peu plus, ça a permis d'être un petit peu plus tranquille. Par exemple, quand il y avait 5 secondes, parce qu'il compte par tranche de 30 secondes, et qu'il y avait un rush que je voulais garder de vraiment 5 secondes, qui ne rentrait plus tout à fait dans le timing des 30 secondes et tout ça, et ça me permettait de dire, allez, c'est bon, on peut le payer. Et ça évite pas mal de prises de tête pour moi et pour André, qui était mon monteur sur le projet. Et ça représente, pour ceux qui ne le savent pas, on en avait parlé dans la première émission qu'on avait fait avec toi, Benjamin, mais l'achat d'images d'archives, ça représente un coût qui est assez colossal, hein. Je crois que les gens ne sont pas forcément au courant des prix qui sont opérés. À savoir qu'en plus, j'ai payé des archives seulement pour ce qu'on appelle les projections publiques non commerciales. C'est-à-dire que vous venez, vous payez votre ticket, en général, qui va coûter 5 euros et tout ça, mais il n'y a pas de projection commerciale. C'est-à-dire dans une salle avec une projection par jour, par exemple, et un film qui va sortir véritablement en salle avec des projections quotidiennes. Non. Là, j'ai payé en tout et pour tout quasiment 10 000 euros, 7 500 à l'INA, puis après, le reste, c'est sur les autres, pour simplement des projections en festival et des projections publiques non commerciales. Donc, je dois allonger la même somme quasiment si demain il y a une vente à la télé.
tout simplement. Et s'il y a des ventes en VOD ou tout ça, si on veut accéder à des plateformes VOD, il faut encore rechercher quelque chose comme 5 à 8 000 euros à peu près. Donc c'est vrai que ça représente... Et encore, on parle d'un joueur qui jouait à l'OM dans les années 50, quoi. Donc des coûts qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. Vous imaginez même pas si vous voulez faire un documentaire, même sur Dimitri Payet, là, maintenant, ce que ça peut coûter en termes de droits, ce serait phénoménal. Ça représenterait peut-être 50, 60, 70% du budget du film. Marwan, je crois que tu avais une question, vas-y. Ouais, c'était pour lui demander justement est-ce que toi, tu vises, en dehors de tes projections festivalières, un rachat par une chaîne de télé, une boîte de production ou par des services de vidéo à la demande? Boîte de prod, non, parce que de toute façon, c'est trop tard. Donc, à moins que ce soit un distributeur, pourquoi pas, mais le distributeur, il rachèterait pas le film, en fait. Il prendrait un pourcentage. C'est comme les agents. Hein. Il prendrait un pourcentage, en fait, sur les ventes, tout simplement. Okay. Pour une boîte de prod, c'est trop tard, dans le sens où, je l'avais pas mal expliqué à la dernière émission, mais ça vaut le coup d'y retourner, de réexpliquer rapidement. On n'a pas pu faire des dossiers et faire des demandes trop conventionnelles, dans le sens où on était vraiment pressé par le temps. Notre personnage central, c'est François Missen, prix Albert Londres, prix Pulitzer, les papes du journalisme dans les années 70, qui a découvert la French Connection, tout ça. Mais il a 88 ans. Donc, les gens qu'on a vus, mis à part Mourad Hertz et Mario Albano, tous les autres ont plus de 70 ans, quoi, voire 80. Donc, on était véritablement pressés pour trouver tous ces financements. Et ça fait qu'on n'a pas pu passer par des financements conventionnels. C'est en général ce qui intéresse les boîtes de production, parce que tu arrives avec ton idée, tu as un projet, et ils se disent, OK, ils calculent directement en se disant, putain, on va avoir besoin de, 50 000 euros pour faire ton film. Et en plus, on peut aller chercher un peu plus de budget et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça tourne. Donc après, oui, si j'arrive à obtenir une diffusion, je le souhaite, parce que c'est là, enfin, que je pourrais, moi, me payer. Donc, ce serait pas mal. Après, j'ai d'autres activités et c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit diffusé et qu'un maximum de personnes le voient, surtout. Mais juste une dernière question. D'ailleurs, depuis que tu as commencé la production, en termes de temps de travail, en termes d'impact sur ta vie perso, pro, etc., qu'est-ce que ça représente? Alors, ma vie pro, dans le sens où je suis indépendant, je suis à peu près maître du timing, parce qu'on sait ce que ça veut dire indépendant. Il y a des clients à qui tu peux pas dire non et tu es obligé d'y aller. Mais en gros, il y a eu un peu plus de 3 ans et demi de travail sur ce film à peu près, en bout à bout. Et en termes de travail à temps complet, ça représente à peu près, je pense, 1 an et demi, 18 mois. Sachant que, moi, je suis réalisateur, puis par la force des choses, je suis devenu producteur, de scénariste du film, et puis de quelques postes techniques que j'ai dû faire. Donc maintenant, assurer aussi la distribution et tout ça, ça fait que je continue d'inscrire le film à des festivals, de prendre des contacts avec des cinémas qui veulent pas, tout ça. Voilà, ça représente à peu près ça. Après, bon. On fait ça pour le plaisir, quoi. Hein. Justement, tu parles des premières projections en salle qui ont commencé. On a envie de te demander quels sont les premiers retours des gens qui l'ont vu. Qu'est-ce que tu entends sur le film? Écoute, moi, c'est assez bien parti, parce que quand on avait fait l'avant-première en variété, il y avait le fils de Gunnar, il y avait plein de gens que je connaissais qui m'avaient donné 50 balles pendant le financement participatif, parce qu'ils dit putain, le foot, mais qu'est-ce que je m'encarne. Mais Benjamin, je l'aime bien, il est sympa, il est gentil, on est dans tel assaut ensemble, on fait ça ensemble et tout. Ils sont venus, et beaucoup de gens, que ce soit la famille très proche, moi c'était important de savoir respecter la mémoire, parce qu'il y a tellement de conneries qui ont été racontées sur Gunnar Andersson et qui continueront à être racontées de toute façon, que je voulais vraiment que le film soit validé par la famille. Mais comme je suis un fada, je ne l'aurais pas montré avant l'avant-première.
Et ça s'est super bien passé parce qu'il a vraiment apprécié, il a vraiment eu l'impression de voir son père qu'il a pu vu depuis des années, depuis 52 ans. Il n'avait pas entendu la voix de son père, il l'a entendu. Je parle de Patrick, des fils de Gunnar, et il a adoré. Puis au-delà de ça, voilà, les gens qui avaient mis 50 balles dans le cochon pour dire bon, j'aime bien Benjamin, mais j'aime pas le foot. Ils sont sortis enchantés parce que, au-delà de Gunnar Andersson, meilleur buteur de l'histoire de l'OM, qui fait plaisir aux supporters de l'OM aussi, parce qu'on découvre quelques buts et tout ça, des buts souvent à la Pippo Inzaghi. Hein. Ouais, à cette époque aussi. Mais bon, il savait être placé, puis il faut toujours la pousser devant la ligne. Sinon, elle passe devant la ligne, puis elle rentre jamais, quoi. Mais en tout cas, les gens ont apprécié toute l'histoire. Même le drame social qu'il joue dans la vie de Gunnar Andersson, en fait. Et ça c'était déjà une première très belle victoire. Moi, j'ai une question Vas-y, Idriss, vas-y. pour les flemmards qui voudraient pas aller écouter ou qui n'ont pas d'une heure et quart à aller tuer pour aller écouter la dernière émission. C'est qui Gunnar Andersson? Gunnar Andersson, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais au-delà de ça, parce qu'il restera très probablement pour toujours, vu comment le football a évolué, et que des mecs comme Skoblar et JPP, qui sont restés quelques années quand même, n'ont pas réussi à l'égaler. Gunnar, c'est un modèle d'intégration à la vie marseillaise qui est complètement hallucinant. Gunnar, il est arrivé en décembre 50 à l'OM, il y a joué jusque 58. On parle d'un mec qui était amateur en Suède, enfin faux professionnel, c'est surtout pour ça qu'il est obligé de partir de Suède, mais qui a une démarche pas possible, qui a les pieds plats, qui marche en canard. La première fois qu'on le voit au Vélodrome, on en rigole, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça fait depuis l'été qu'il nous en parle, il vient d'arriver, il n'est pas capable d'aligner 2 pas, comment vous voulez qu'il shoote dans un ballon? Et puis un mec qui, dès sa 2e saison, finit meilleur buteur du championnat de France, dans un OM qui n'était pas flamboyant du tout. Et puis voilà, un mec qui a des hauts, des bas, mais un mec qui est profondément humain. Et qui, après une dizaine d'années de gloire à l'OM, puis ensuite à Montpellier, Bordeaux ou Aix-en-Provence, tombe dans 10 ans de chute, de dépression qui se conjugue à des problèmes d'alcool, des blessures mal soignées, qui finira fauché, qui finira dans une situation véritablement compliquée et qu'espérer que Marseille soit sa dernière bouée de secours, quoi. Et ton film, le film, pardon, excuse-moi, Merwan, il est construit comment? Il est construit sur le type d'un documentaire ou c'est une sorte de plusieurs scénettes qui se succèdent avec des images d'archives? Non, c'est vraiment un documentaire où on a interrogé les gens. En fait, on a utilisé François Missen, prix Pulitzer, et Albert Londres 74. Et dans le film, c'est pas parce que c'est François Missen, prix Pulitzer et Albert Londres. C'est parce que ça a été l'un des derniers amis de Gunnar. Donc quand on l'a rencontré, on n'a presque pas eu le choix parce qu'il nous a dit « c'est mon film, j'essaie de bosser là-dessus depuis des années, on va le faire. » Je me suis dit « Bon, pas refusé quand même. Monsieur est âgé déjà, mais monsieur surtout, je pense qu'on a des choses à apprendre, quoi. » Et en fait, on le suit surtout lui, où il va rencontrer des gens qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, des anciens adversaires, des coéquipiers, et puis il y a toujours des discussions. Il n'y a pas de voix off, parce que je suis un grand fan de striptease qui passait sur France 3 et TBS. Ah oui. Ah ouais, je suis émission légendaire. Voilà. Je suis contre vous sur ce dossier-là, mais ça me regarde. Le vampire, le sang, le chaos, t'es dans ton personnage. Le contre-courant. Vas-y, Benjamin. Et donc, en fait, donc on a ça, on a ces périodes où, forcément, on a des blocs. On parle de sa carrière, de son arrivée à Marseille, de son enfance, de sa carrière. Puis ensuite, de la vie qui court un peu vite et un peu trop vite pour lui, quoi. Il a l'impression de perdre pied, mais à chaque fois, c'est des retours avec ses personnages, ponctués d'archives et tout ça. Voilà, c'est vraiment documentaire classique. On a tourné quelques images avec un ami à Mazargues, dans le centre-ville, qui fait un peu la silhouette de Gunnar pour agrémenter tout ça. Alors, je ne suis pas un grand fan de la docu-fiction, de tout ça, mais bon,
Maintenant, dans les documentaires, on est obligé de mettre ça. C'est plus possible de voir quelqu'un face caméra qui parle pendant 52 minutes. C'est beaucoup trop long. Et c'était pas mal. Ça raccroche un petit peu plus l'histoire à la ville, de toute façon. Parce que, étant donné qu'on a tourné avec des gens qui ont autour de 80 ans, très souvent, on a tourné chez eux. D'où le côté un peu striptease aussi. Hein. L'impression d'être... voilà, exactement. Mais l'idée, c'était vraiment de rattacher le film à Marseille, parce que moi, ce qui m'a fait percuter sur l'histoire de Gunnar Andersson, qui est si singulière, à l'époque, j'ai lu un article dans SoFoot en 2015, j'habitais à São Paulo au Brésil, et voilà, je fais véritablement un parallèle entre sa trajectoire personnelle à lui et la ville. Moi, je ne suis pas Marseillais, je ne suis pas né à Marseille, mais j'ai grandi ici. J'y suis revenu après parce que c'est ma ville, je me définis comme Marseillais, c'est pas voilà, c'est comme ça. Oui, non, exactement. Marseille, c'est une ville d'adoption. Mais ce côté en fait où on dit qu'il y a cette ville qui peut encenser et cette ville qui peut créer des légendes véritablement et cette ville qui peut broyer ses enfants, adoptifs ou non d'ailleurs, j'ai trouvé que en gros il y avait tout dans l'histoire de Gunnar. Vraiment, tout. C'est exactement la question que j'allais te poser en fait, c'est que Gunnar Andersson, c'est quand même un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille qui a eu des hauts très hauts et des bas très bas. Donc, tu as répondu à la question, donc c'est vraiment ça en fait, toi, qui t'a amené à t'intéresser à ce personnage. Plus qu'à une 32 heures pour apprendre un petit peu à qui c'est. Toi, directement, qu'est-ce qui t'a fait passer de cet intérêt, le fait de te dire, voilà, Gunnar, c'est Marseille, allez hop, on fait un film. Pourquoi lui? Parce qu'il y en a quand même d'autres dans l'histoire olympique de Marseille. Pourquoi lui spécifiquement et pourquoi est-ce que tu es allé jusqu'au film? Alors, parce que j'ai envie de te dire, question simple aussi, mais quand tu vas chercher les financements ou tout ça. Alors déjà, Gunnar, le fait est qu'en plus, au-delà de ne pas être né à Marseille, je suis le mouton noir de la famille, étant donné que je suis le seul à aimer le ballon. Vous avez peut-être tous un tonton ou je sais pas quoi qui dit « Tu vas au stade ? Ils se battent tous, c'est des cons. Regarde le rugby, c'est mieux, non ?» Dans 3 jours, dans tous vos salons. Voilà, moi je sais que j'y aurai droit, comme d'hab. Mais où t'expliques, tu dis non, mais attends, c'est pas les mêmes gens qui le pratiquent, et puis ils regardent toute la dimension populaire qu'a le foot que le rugby n'a pas, ou alors certains bleds dans les îles britanniques, c'est tout. Je me suis retrouvé à défendre Maradona à sa mort pour expliquer à quel point c'était la plus grande légende du foot, parce qu'il par rapport à ce qu'il représentait par rapport en dehors du terrain, à son terrain. Et j'avais tout le monde me disait ah, mais c'est ton père ou quoi? Il t'a payé combien pour parler comme ça? J'ai dit c'est bon, on arrête. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé vraiment que Gunnar, c'était l'histoire qui collait à ça. Et alors, quand j'ai commencé les recherches et que je suis aperçu que la seule petite interview qu'il y a de lui, il s'exprime avec un accent marseillais, quoi, même pas provençal, j'allais dire provençal, mais marseillais. Je dis putain, c'est lui, quoi. Il y a la preuve d'intégration qu'on a et tout ça, et voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé original, en plus de toutes les 36 000 anecdotes qu'on lit un petit peu partout et tout ça. Il y en a des vraies comme le kidnapping, il y en a des fausses comme je sais pas, les billets dans les tibias, les échanges de billets sur le terrain avec Yesso à Malcy, ou alors des choses qu'on n'a pas pu vérifier. Est-ce qu'il a vraiment bu 10 pastis à une mi-temps avant un match contre Roubaix alors qu'il perdait 2-1 et qu'il met un triplé en 13 minutes? Ça, je sais pas et ça m'intéresse pas. Tu peux raconter l'anecdote du kidnapping Alors rapidement, il y a Raymond Gimel et Lucien Dapot qui sont au Provençal, dans l'édition du Provençal. Le Provençal, c'est l'ancêtre de la Provence. Voilà, la Provence, ça vient du Provençal et du Méridional. Et en fait, ils se foutent un petit peu trop de Dankos, qui est le président de l'OM, dans ce début de saison 50-51. Donc, il les interdit de vestiaires, de terrain, de tout. Donc, ils arrivent à savoir par un intermédiaire déjà à l'époque que Gunnar Andersson va prendre le train pour arriver à Marseille avec tel train et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui envoient un télégramme pour lui dire, pour éviter un portin, prière de descendre à Avignon. Et à Avignon, ils vont le cueillir. Et ils le ramènent. Ils font l'interview en buvant des cafés, en tout ça. Ils le collent à l'hôtel d'Arbois, donc en face de Saint-Charles.
Et puis là, Dankos, qui avait convoqué les Suédois, Johansson et Ekner, qui étaient là à l'époque, qui attendent avec des fleurs sur le quai, il n'arrive pas. Et puis, on lui envoie un télégramme aussi, on dit vas-y, va le cueillir, il est en train de dormir dans l'hôtel en face, en fait. Et donc là, grande page qui sort, édition spéciale dans Le Soir et tout ça. Gunnar Andersson qui rentre en baillant, c'est un FOCN. Bref, il a même failli repartir à ce moment-là. Ouais, voilà. Ils ont failli le renvoyer directement en disant tu t'es foutu de ma gueule, alors que c'est un quiproquo. C'est juste un quiproquo. Et c'est ça qui est énorme. Et tu as eu, alors je sais plus, est-ce que tu as eu sa famille? Alors tu nous disais que son fils était là pour la projection. Ouais. Est-ce que sa famille intervient dans le docu? Je t'avoue qu'on en avait parlé dans la première émission, mais je ne m'en souviens plus. Sa fille adoptive, une de ses 2 filles adoptives, l'autre est décédée. Son fils, donc Patrick, qui était là. Son autre fils, Jean-Claude, habite en Angleterre. Il avait des problèmes de santé, donc j'avais pas pu le voir quand on avait tourné au printemps 2019. Il y a seulement sa fille qui est en Suède, parce qu'il avait une petite fille en Suède avant même d'arriver à l'OM. Alors qu'il est arrivé à 22 ans à l'OM, il a eu des enfants très jeunes. Et elle avait un peu rompu les... Ouais, voilà. Elle avait rompu les ponts avec son papa et tout ça. Et donc, je suis rentré en contact avec elle, mais j'ai pas eu de retour positif. Donc, je suis pas allé plus loin, hélas. On t'avait posé la question lors de la dernière émission, mais du coup, est-ce que depuis, tu as été contacté par le club? Comment te dire Tu vas divulguer des secrets là. Allez. Non, je ne divulgue même pas des secrets, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Moi, je suis abonné chez les Dodgers, donc Christian, je lui en parle à chaque fois, il me dit t'inquiète, le Cardo, je le chope. Missen, qui connaît Cardoz aussi, me dit je le harcèle au téléphone et tout ça. Alors je veux bien comprendre, je compte passer par Cardoz étant donné que communication, un film à côté. Il y a eu pas mal de commissions, il a eu pas mal de travail, tout ça, on l'a bien vu, mais j'ai pas réussi à l'atteindre. La projection qu'on a fait à l'Eden, à La Ciotat, le plus vieux cinéma du monde, c'était une gloire. Commence à discuter, et viennent des questions. Et qu'est-ce que vous attendez de l'Olympique de Marseille? Je dis le film il est là, vous l'avez vu, donc j'attends rien de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais si, vous attendez quelque chose de l'OM? Non, rien. Mais si, vous attendez quelque chose. C'est bon, ok. Si je peux faire quelques projections à la commanderie avec les minots pour leur montrer une partie de l'histoire de leur club, et puis aussi qu'ils comprennent peut-être que même si toute la forme a changé, le fond n'a pas vraiment changé, et que ça peut-être les prévenir de certaines dérives qu'ils peuvent avoir vers leur fin de carrière, qu'elles soient rapides ou plus tard, ça pourrait être intéressant. Et Grand Sarr, qui était là, ce cher Roland, vient me voir et me dit... Une des plus grandes légendes de l'histoire du club, hein, Roland Grand Sarr, pour les ceux qui ne sauraient pas. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait pas si longtemps que je le connais, mais je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'adorable. C'était un peu le patron de l'équipe des Minots. Allez réécouter l'émission avec Mourad qu'on a fait à ce sujet-là, et on attend avec impatience que le film de Mourad sorte aussi. Ouais, exactement. Et donc Grand Sarr m'avait dit, eux, ils bossent à l'OM. Je dis super, tu vois, on n'arrête pas de cracher sur l'OM et tout ça. On avait bien craché sur l'OM avec les vieux de l'OM. Je dis peut-être que ça a bougé. Et depuis, pas de nouvelles. Donc j'ai vu mon Christian là dans le quartier, vu qu'on habite dans le même quartier, Cataldo, je lui dis putain, ça n'a pas bougé, tu veux pas organiser? On se débrouille, on organise une projection, dans les salons et tout. Ah t'inquiète, je vais me bouger, on verra. Ouais, c'est en cours de traitement alors. Ouais, voilà. En tout cas, le film marche bien aussi en festival. Hein. Alors, tu me arrêtes si je me trompe, mais donc, trophée du meilleur documentaire étranger au Matera Sport Film Festival en Italie. Donc déjà, c'est pas mal ça. Et puis sélection aussi au Festival du film méditerranéen de Cannes, finaliste du Stockholm City Film Festival, donc en plus en Suède. Donc c'est ça. J'ai tout bon là où il y a encore des... Non, c'est bon. Il y a un autre court festival comme ça, mais j'ai fait demi-finaliste, donc pas de sélection. Mais disons qu'en fait, c'est un peu comme si j'essayais de jouer en national la première saison, en termes de festival, c'est-à-dire que je tente des festivals soit qui sont très orientés, donc soit sport,
soit film méditerranéen, parce que je pense que c'est un film méditerranéen. Hein, on a beau parler d'un Suédois, c'est sa relation à Marseille qui est la plus importante. Ouais, et puis Club, à la ville, aux gens. selon le speaker de l'OM, il y a beaucoup de Suédois à Marseille. Ouais, ah ouais, le salaud. Technique celle-là, hein. Elle est technique celle-là. Dédé Fournel, on ne t'embrasse pas. Ouais, bon, voilà, ouais. Ouais, en général, moi, c'est les chauffeurs de bus qui me parlent des Suédois. En général, je suis bon, écoute, je vais me remettre à parler avec mes clients en espagnol ou en portugais, tu vas me lâcher, quoi. Mais ouais, et les films indépendants aussi. Et en fait, un film, il faut toujours réussir à lui créer un CV pour essayer de monter dans la division au-dessus et tenter les festivals de documentaires qui sont véritablement de premier plan et tout ça. Jusqu'à le Graal, ce serait forcément de pouvoir aboutir à un prix un prix ou au moins une sélection dans des festivals de documentaires assez renommés, on va dire, je sais pas, comme La Rochelle par exemple, qui me vient à la tête ici et tout ça, mais surtout en fait qu'il y ait assez d'exposition pour qu'il soit vendu à la télé un jour, parce que bon, encore une fois. J'ai beau être devenu producteur du film, j'y suis plus de mes deniers que d'avoir gagné véritablement de l'argent. Et il faudrait une diffusion TV pour réussir à gagner quelques ronds comme réalisateur, en fait, en droit d'auteur, tout simplement. Tu as répondu un petit peu à la question tout à l'heure, mais bon, je vais quand même te la poser parce que c'est pas forcément un monde qu'on connaît. Mais quand tu es sélectionné dans un festival, donc c'est toi qui fais les démarches ou on t'appelle, on vient te chercher. Ouais. Comment ça se passe en fait? Si tu veux, si tu prends le niveau de Cannes et tout ça, je pense que tu as moitié de films qui sont véritablement inscrits, et puis tu as les distributeurs qui forcent et tout ça, et moitié des gens qui sont appelés. Hein, si tu as le dernier Spike Lee qui va aller en compétition officielle à Cannes, ben c'est ça. Pour les plus petits festivals, c'est quasiment pareil, quoi. En général, tu fais des inscriptions, mais encore une fois, pour combler tes lignes au CV et tout ça et être un peu connu, et moi, j'ai pas de réseau, j'avais fait des trucs, mais quand j'habitais au Brésil, je suis obligé d'inscrire. Donc en général, je paye une somme symbolique, quoi, qui est de l'ordre de moins de 10 € en général pour participer à un festival. Et il y a un comité de sélection qui sélectionne ou pas le film. Après, j'imagine qu'il y a des films, pour que le festival gagne en visibilité aussi, il peut y avoir des films connus. Et c'est là qu'ils vont finir par démarcher d'autres producteurs, d'autres distributeurs et tout ça. Mais étant donné que moi, je ne suis pas à ce niveau-là, c'est moi qui fais manuellement, qui surveille toutes les semaines les appels à films et tout ça dans les festivals qui peuvent m'intéresser. Et du coup, en plus, là, moi, quand j'ai vu la liste, c'est Stockholm, moi, je me suis dit, mais il doit être super fier d'être finaliste dans le pays de Gunnar. C'est quelque chose de particulier, j'imagine, pour toi. Sur le tout premier, c'était un petit festival et j'avais pas été sélectionné parce que, encore une fois, les festivals généralistes, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais, je suis bénévole dans une association qui organise un festival de cinéma à Marseille. Et en gros, on veut programmer de la fiction. On veut programmer 75% de fiction, sauf que 75% des films qu'on reçoit, c'est des documentaires. C'est moins cher à produire, tout simplement. Et donc, il y a toujours ce problème-là quand on est dans un festival comme ça. Et là, la plupart des festivals de cinéma en Suède que j'ai tenté, ce sont des festivals dans ces cas-là où il y a très très peu d'espace pour les documentaires. Le premier, ça a été un échec, et puis bon, les deux suivants, il y en a un où finaliste et l'autre demi-finaliste. Ouais, forcément, on s'est cassé la tête à traduire le film en suédois. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un Suédois. Capitaex. Ah bon, tu parles pas suédois quand même? Non, je parle bien les langues latines, mais le reste, on oublie, quoi. Et en fait, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, quoi, de se dire que y a des gens que ça va intéresser. Puis je pense véritablement que ça les intéresse. Moi, j'ai déjà été contacté. Je suis en relation avec un des groupes de supporters de l'IFK Göteborg. Voilà, sachant que Gunnar n'a pas fait beaucoup de matchs. Il a fait une saison, mais c'est à cette époque, il était à moitié joueur marron, il était payé, il n'avait pas le droit d'être payé. Enfin bref, on faisait tout pour le dégager.
et ils veulent quand même que j'aille en Suède pour qu'on fasse des projections, quoi. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Je ne sais même pas si on ferait la même chose, s'il y aurait le même engouement dans certains pays, dans certains endroits pour d'anciens joueurs ou de mecs qui seraient venus d'ici mais qui auraient eu du succès autre part, quoi. Et du coup, justement, sa réputation en Suède à Gunnar Andersson, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'on sait qu'à Marseille, moi, je sais que même moi qui ne suis pas de la région, et qui suis pourtant un grand fan du club, je le connaissais. Est-ce qu'en Suède, finalement, il a marqué les esprits? Est-ce que c'est une époque où on suivait les expatriés de la diaspora suédoise en Suède? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, on suivait la diaspora suédoise à fond parce que le football en Suède n'était pas professionnel et tout le monde jouait en Italie en général. Je me souviens plus, mais la triplette d'attaquants du Milan AC de l'époque, c'était 3 Suédois, la FIO pareil, bref. On les suivait énormément. De fait, Gunnar est très peu connu en Suède. Il n'a jamais porté le maillot de la sélection. Ce maillot de la sélection, fallait être dans son propre pays ou bénéficier quand même de bons passe-droits. Lui, pour le coup, je pense qu'il n'en a pas bénéficié. C'est pour ça qu'il a été international français, mais jamais international suédois. Il a joué un match en équipe de France B à l'époque au Stade Vélodrome contre l'Italie en 1956. Mais en Suède, il est très très peu connu. Alors, ceux qui sont un peu connaisseurs le comparent à Naka Skoglund, qui a eu un peu le même style de vie que Gunnar, mais qui a une grande statue à Stockholm sur une place et qui est célébré comme ça. Après, moi, en allant à Säffle, qui est le petit village où il a grandi, et au Mall, où il a commencé véritablement à jouer au foot, les gens s'en souviennent. Mais les gens s'en souviennent parce qu'il y a une espèce d'histoire locale, j'ai envie de te dire même d'histoire orale qui se transmet de génération en génération, quoi. Donc c'est plus de la méconnaissance du personnage en fait en Suède, mais étant donné qu'en général ils ont un type d'éducation qui les pousse un petit peu plus à la curiosité que nous, et ça fait que ils sont intéressés par le personnage et donc par le film. D'accord, ok, super intéressant parce que c'est vrai que ces années d'activité, tu parlais des fameux attaquants suédois en Serie A, notamment d'un seul, il joue en même temps que Gunnar Nordahl, qui est la grande star suédoise, en tout cas de cette époque, et qui reste quelqu'un qui a marqué. Donc c'est super intéressant de savoir qu'il s'y intéresse un petit peu quand même. Bien sûr. Benjamin, du coup, la suite pour toi, c'est quoi maintenant? Alors, il y a des projections qui sont prévues. Est-ce que c'est difficile de trouver des salles d'ailleurs? Oui, parce que là, par exemple, je revoyais pour m'organiser pour faire une projection au centre-ville de Marseille. Alors, je suis toujours dans l'attente d'un cinéma que je connais assez bien, mais par exemple, le gros cinéma qui vient d'ouvrir sur la Canebière n'est pas du tout opposé à l'idée. Mais là, ils sont en train de jongler avec le Covid, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir, donc ils m'ont dit recontactez-nous au printemps. Surtout que c'est l'hiver, que c'est compliqué, que c'est tout ça. C'est ce qui arrive assez souvent. Là, les prochaines projections, elles auront lieu, la date n'est pas encore définie, mais c'est toute fin janvier à Martigues. Ce Martigues, pour les 120 ans du Football Club de Martigues, vont organiser un petit festival, en fait, cinéma et football. Ils ont produit d'ailleurs un petit documentaire sur l'histoire du club de Martigues et il va être projeté dans ce cadre. Bon, c'est assez sympa en plus dans un cinéma flambant neuf à la Cascade. Mais moi, je tente toujours là, tous les cinémas de la région et les cinémas à Paris. C'est assez difficile de s'insérer quand on est indépendant, qu'on a peu de réseau, qu'on ne sait pas. Il faut que les gens voient le film. Un documentaire sur le foot, mais ça emmerde tout le monde. Ouais, mais mec, une histoire vachement sociale derrière. Ouais, puis c'est faux aussi, c'est faux. Enfin, je sais pas. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un vrai public sur le docu-foot, il y a un vrai public. Oui, voilà. Encore plus aujourd'hui, tu vois qu'il y a plein de plateformes VOD qui se lancent là-dedans. Exactement. Alors, j'ai envie de dire que la VOD, je la regarde pas trop encore, même si je jette un œil, parce que c'est censé être la toute dernière fenêtre de tir. En gros, si je le mets en VOD maintenant, j'arrête tout de suite de faire des projections publiques et j'arrête tout de suite d'essayer de démarcher une télé. Donc, je me laisse le temps là-dessus. Après, si j'arrive à tenir un rythme de une projection par mois pendant 1 an et demi
plutôt que de m'enquiller, je sais pas, 10 projections en 10 jours, 15 projections en 15 jours, je préfère ce rythme-là, hein. De réussir à y aller tranquille, mais que tout le monde puisse découvrir un petit peu le film avant qu'il puisse y avoir véritablement un passage en télé. Ça, on verra. On verra. Eh bien, écoute, Benjamin, merci beaucoup. Tu restes avec nous. Hein, on va passer au bilan de la première partie de saison de l'OM. Tu restes avec nous. Yes. Et, pour nos auditeurs, donc, allez suivre le compte @GunnarFilm sur Twitter donc, pour avoir toutes les infos, Exact. toutes les projections qui sont prévues. Si jamais vous avez envie d'y aller, et je pense que vous devez y aller parce que c'est important ce genre de film pour l'histoire de l'OM qui n'est pas assez compté. On en a déjà parlé plein de fois. Et puis voilà, donner de la force à Benjamin parce que c'est du super boulot. Et puis voilà. À part si tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on passe à la suite, Benjamin. Non, t'as raison. Et puis en plus, quand on fait des projections, il y a les gens qui me demandent le film, s'ils sont loin ou alors ils préfèrent l'avoir comme ça, le voir tout seul. Faut pas oublier que le cinéma, et ça se perd de plus en plus avec les plateformes VOD, c'est qu'on a véritablement une expérience collective. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde le film ensemble, donc on rit, on pleure ensemble, et puis surtout, en général, j'assure le service après-vente, c'est-à-dire que je suis là pour le débat, donc on en discute après, que ce soit de Gunnar Andersson lui-même, du personnage, de ce qui est faire un film indépendant sur l'OM et tout ça. Donc c'est vraiment des moments sympas. Donc venez, suivez le compte, vous aurez les infos et venez. Et pour les vieux, il y a même des Facebook. Et puis un jour, quand on pourra, vous pourrez même rencontrer l'équipe de Passe ton ballon parce qu'on viendra à une prochaine. Ouais. Voilà, ce sera l'occasion. Ouais. Eh ben, je vous tiens au jus des prochaines, dès que j'ai les prochaines dates. Avec plaisir, les gars. Avec plaisir. Avec plaisir. On passe au bilan de l'OM, les gars. Idriss, tu m'envoies un petit jingle, s'il te plaît. Le bilan de l'OM, les gars, de cette première partie de saison. L'OM qui aurait bien eu besoin d'un Gunnar Andersson, d'ailleurs, en pointe. Parce qu'il y a eu quand même des matchs où l'inefficacité était criante. Attends, mais d'ailleurs, Matt, juste une dernière question, parce que c'est vrai Vas-y. qu'on a peut-être skip, mais en termes de joueurs, c'était quel type de profil? Est-ce que c'est un profil qu'on ne retrouve plus maintenant? Enfin, c'était quel type d'attaquant, Gunnar Andersson? De manière concrète, sportive. Ouais. Alors, je préfère que tu me tournes la question comme ça plutôt que de. Mais compare-le, mais c'était qui? C'était Drogba? C'était Nyang? C'était Papin? Non, c'était Gunnar Andersson. Vous remarquez qu'il n'a pas cité Gignac dans les attaquants. Ni Valère Germain, mais bon. Là, j'aurais pu. Ouais, Germain, peut-être pas. Ouais, Gignac. Ouais, il y a peut-être un côté. Bon, bref. Non, mais c'était par rapport au top 30. Non, c'était un joueur qui paraissait assez lent, mais le football était vachement plus lent. Parce que vous êtes d'accord avec moi, même si vous regardez les matchs du début des années 90, c'était beaucoup plus lent déjà. Alors dans les années 50, on est des années-lumière, on a l'impression que les mecs jouent au rugby des fois. En fait, c'était des no man's land. En fait, le milieu de terrain servait à rien. T'avais que des longs ballons, défense-attaque, t'avais des blocs sur 70 mètres. Exactement. Parce qu'il y a une époque où je voulais à tout prix voir du Pelé et je me tapais beaucoup de matchs du Brésil de l'époque. C'était immonde. Ça serait un bon sujet d'émission, d'ailleurs. De parler du foot avant. C'est ça. Hein. Et à l'époque, en fait, Gunnar, lui, qu'est-ce qu'il faisait de mieux? C'est-à-dire qu'il arrivait à se positionner pour recevoir le ballon et le reprendre assez rapidement. Alors, en général, en bon crevard des surfaces, moi, il me faisait vachement penser à Pippo Inzaghi. J'étais un grand fan de Pippo quand j'étais tout petit. Mais voilà. Et en gros, c'était un mec qui était extrêmement nonchalant sur le terrain, mais qui avait une efficacité de dingue et qui pouvait avoir une percussion. Alors, c'était pas par sa vitesse pure, mais c'est surtout par ses crochets. Donc, je sais pas, on pourrait comparer à Bamba Dieng maintenant, plus avec sa pointe de vitesse, on va dire, qui partirait comme ça. Gunnar Andersson, c'est Bamba Dieng. C'est parti pour la pastille à Maïs. Alors, vends-le ton film. Tu nous demandes d'aller voir Bamba Dieng des années 80. Non, mais on a un côté assez sympa où il y a l'explosivité de ce minot qui permet de créer. Ça fera la passerelle comme ça avec la deuxième partie de l'émission, mais qui arrivait à créer quelque chose en fait et qui d'un seul coup va se créer l'occasion. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il bosse encore la finition. Gunnar Andersson, c'était presque ça, mais sur un crochet, sauf que la finition, elle était toujours parfaite. Il enchaînait toujours ses crochets frappes du droit en général, but, frappe croisée très souvent, en plein petit filet. Et en gros,
c'était ça sa grande qualité. C'est que dès qu'il avait le ballon dans les pieds, en un contrôle, un geste, et ben il arrivait à enrhumer toute la défense. Et il arrivait à marquer. Parce qu'à l'époque, déjà, si on driblait son stopper, c'était bon, quoi. Okay, Il revenait jamais. Super. Payet, tu l'aurais bien régalé. Du coup, il aurait été plus utile ou pas que Milik cette saison, tu penses? Milik. Alors, comment te dire? Oui, peut-être que sur les placements, parce que moi, je trouvais que Milik, je l'ai senti beaucoup de fois véritablement perdu sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire que tu retiens, toi, de cette première partie de saison? Meron, Ce il a mis gloubi-boulga l'émission, il a plus permanent rien à foutre. C'est que, ouais, j'avais l'impression qu'il tentait tout ça, mais pas qu'il était perdu, mais qu'il n'était pas au bon endroit. Après, il n'a pas toujours été extrêmement bien servi, mais à la limite, il y a ce côté-là, ce côté plus tueur de Gunnar Andersson qui aurait peut-être été utile. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, Gunnar Andersson, même de 51, 52, 52, 53, où il est meilleur buteur de l'OM, on le mettrait au milieu de n'importe quelle équipe, même de National 3 maintenant, il plante pas un but, quoi. Il plante pas un but. Ouais, à ce point-là. Ouais, je pense. Le foot à trouver. Je pense. On passe Ça, au c'est bilan, les gars. mon intime conviction. Hein. Le football est tellement plus rapide maintenant que il aurait pu cet avantage comparatif, on va dire. Il faut vraiment qu'on fasse une émission sur le comparatif, comment comparer les différentes époques. Mais peu importe. Non, en façon, même temps, vous me faudrait posez qu'on des y travaille. questions pièges, les gars. C'est impossible de Faudrait qu'on y comparer travaille. selon les époques. Eh oui. Faudrait qu'on y bosse. Les gars, on passe au bilan. Bilan de cette première partie de saison. Déjà, j'ai envie de vous poser une question toute simple, mais qui va peut-être donner une tendance sur vos bilans respectifs. J'ai envie de vous demander un mot pour qualifier cette première partie de saison, les gars. Tiens, Ama, qu'on a un petit peu perdu, qui a eu des problèmes de connexion, mais qui est de retour. Prometteuse. Prometteuse, on a prometteuse. Les gars, tiens, Idriss. Moi, frustrant. Ah oui, déjà, tu vois, ça diffère bien. Benjamin? Eh ben, en fait, je suis désolé, mais moi, je pensais à prometteuse, mais frustrante. Non, mais ça se tient. Merwan? Ouais. Frustrant, mais prometteuse, Meron. Non, moi, ça serait inachevé, je pense. Inachevé, parce que justement, tu me permets d'embrayer ou pas, Mathieu? Oui, vas-y, mais justement, j'allais te lancer, donc vas-y, profites-en. Pas de problème, parce que en fait, on débute la saison très très bien, je trouve, même dans le contenu. Tu commences avec Payet faux neuf, ce qui est très intéressant dans le contenu, où finalement, tu arrives à mettre en valeur tes excentrés offensifs, donc Conrad qui commence assez fort, Cengiz pareil, Payet qui commence, pour le coup, il n'a jamais blessé, mais il est très très bon. Et après, tu vas modifier des choses, les déconstruire, les refaire. Et finalement, aujourd'hui, je trouve que tu n'as pas tellement avancé dans ta réflexion par rapport au début de saison. Tu as manqué l'intégration de Milik, qui est pour moi un excellent joueur. Et finalement, le problème est toujours là. Et j'ai l'impression qu'en fait, on tâtonne encore. Donc, pour moi, il y a besoin de progression. On le voit sur quelques derniers matchs. Mais c'est vrai qu'on en attend encore plus. Ama, toi, tu disais prometteuse. Oui, car je pars du postulat que l'OM est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Longoria l'avait annoncé avant le début de la saison. Et il ne faut pas oublier, les amis, que l'équipe a été renouvelée dans sa plus grande partie. Donc il faut trouver les automatismes. Tous les paris qui ont été faits, il fallait savoir s'ils pouvaient être réussis ou pas. Et mine de rien, dans la globalité, c'est un mercato qui a été réussi, alors que ce n'était pas forcément gagné d'avance. On a récupéré des mecs, soit qui ne jouaient pas, soit qui faisaient des saisons très moyennes, pour ne pas dire autre chose. Donc c'est assez compliqué de construire un ensemble avec autant d'éléments imprévisibles, entre guillemets, au vu de leurs derniers mois au niveau footballistique. Et mine de rien, ça a donné quelque chose de cohérent. En fait, moi, ce que je peux reprocher à ceux qui disent seulement frustrant, pour cibler les adjectifs, c'est qu'ils font preuve d'un peu trop d'exigence par rapport à la situation du club et de l'équipe au début de la saison.
on part de loin. Ramener une dizaine de joueurs à gauche, à droite et en faire un ensemble cohérent, c'était pas gagné d'avance. Et on a peut-être été leurré par les 3-4 premiers matchs qui ont été, eux, très prometteurs sur le plan du jeu, mais les adversaires ont aussi le droit de s'adapter à l'OM et à nous trouver des failles, quoi. Mais pour le coup, moi, je suis pas d'accord enfin, je suis d'accord avec Amaïs sur le fait qu'on revient de loin, mais moi, je trouve que l'explication de l'adaptation, elle est quand même assez simpliste. Et je trouve aussi qu'avant de parler d'adversaire, je trouve que déjà, tu n'as jamais su, en tout cas, être véritablement dangereux dans le jeu. C'est que tu es quand même assez tributaire de certains profils. Et pour moi, en tout cas, il y a des explications qui ne passent pas par l'adaptation. Je trouve notamment que la stérilité de la position, elle pose problème, et c'est pas forcément une question. Mais ça, c'est venu dans un d'adversité. second temps, Marwan. C'est pas les premiers matchs. J'étais d'accord que c'était assez enthousiasmant à voir jouer. Ça, c'est venu après. Oui, bien sûr, mais pour le coup, c'est ça qui interroge, c'est qu'en fait, on a eu cette problématique, c'est que on était très bon, même dans le contenu, même si on n'a jamais été extrêmement dangereux, ça n'a jamais été le bouillon pour l'adversaire, à part sur certains matchs. Saint-Etienne, j'avais aimé, il me semble. Mais la problématique, c'était que tu devais rééquilibrer ton équipe, et je trouve qu'on est passé par des phases de rééquilibrage qui t'ont obligé à déconstruire certaines choses. Et puis ensuite, tu as Milik qui est revenu de blessure, et là, finalement, tu as un peu tout changé pour le mettre au milieu du collectif, et finalement, tu n'avais plus, entre guillemets, ce qui te permettait de bien jouer, ce qui était les décrochages de Dimitri Payet et le dilemme que tu imposais aux défenseurs avec tout l'espace que tu créais pour tes excentrés offensifs. Et donc, en fait, tu as construit des choses, et derrière, tu as dû les déconstruire, et finalement, je trouve que tu as beaucoup de choses qui ont perturbé le fil conducteur de l'équipe. Donc, certes, tu as des choses qui sont liées à l'adaptation de l'adversaire, on est peut-être un peu trop sévère, etc. Mais de l'autre côté, je trouve que tu as quand même des explications qui passent au-delà de l'adaptation de l'adversaire. Enfin, mine de rien, je ne pense pas qu'une adaptation elle peut être aussi rapide que ça, parce que ça, on l'a vu dès la fin septembre, mi-octobre, cette phase-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, moi, mon analyse a été plus globale. Si on devait résumer rapidement les premiers mois, après, oui, c'est dans les détails. Tu n'as pas mentionné son nom. Oui, Sampaoli a des choses à améliorer, et pourtant, j'aime bien le travail qu'il fait. Mais oui, il n'est pas irréprochable sur tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, justement non seulement dans la gestion des joueurs, mais aussi dans certains changements qui ont conduit à cette possession stérile et parfois ennuyeuse, voire énervante. Benjamin, toi, je voulais dire prometteuse mais frustrante. Alors, tu te situes un peu entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a poussé à dire ça? Là, c'est pareil, j'ai l'impression de faire du copier-coller de ce qui a été dit, parce que je vais totalement dans le sens d'Ama en revenant et en me disant, ok, ça fait, allez, on va dire que la deuxième partie de saison l'an dernier, c'était quasiment le début d'une transition. On avait déjà le nouveau coach et tout ça, poser ses principes de jeu mais voilà, on partait vraiment de rien. On s'aperçoit en fait que c'est vachement prometteur dans le sens où quand on voit qu'on a récupéré des joueurs comme Guendouzi qui feront peut-être les beaux jours de l'OM pendant quelques saisons, et de quelle manière. Enfin, moi je trouve que c'est un joueur super élégant sur le terrain. C'est un des joueurs que j'aime beaucoup regarder. Par exemple, quand je vais au stade, je vivais plus pour bloquer sur certains joueurs qu'autre chose, comme Saliba. Mais il y avait la frustration exactement de ne pas réussir à avoir peut-être imposé ces systèmes de jeu. Et je ne suis pas sûr que l'adversaire se soit à chaque fois adapté. J'ai l'impression qu'il y a un moment où on s'est perdu un petit peu dans le système de jeu. Tout simplement parce que on voulait rétablir certaines choses, on n'était pas sûr de la manière dont il fallait jouer. Enfin, quand je dis je parle bien sûr de l'encadrement technique, et ça fait que certains automatismes qui commençaient à se trouver, on finit par se perdre et par disparaître complètement. Par exemple, dans toute la session qu'on a eue là au mois d'octobre, qui était pas un bon mois du tout. C'est un peu comme ça que je l'ai senti. Finalement, l'OM. Ah oui, tiens, Idriss, vas-y. Non, mais tu fais bien. J'allais oublier Idriss. Moi. Oui, c'est. Idriss, il n'a pas parlé depuis le début du débat, donc c'est pour ça que je l'avais oublié. Vas-y, Idriss. Parce que j'ai beaucoup trop parlé dans les deux précédentes émissions. Du coup, j'ai décidé que j'allais faire une petite. Bravo, c'est bien. Bravo. Mais vas-y, je te donne la parole quand même. Et très clairement, en vrai de vrai, sans blague, c'est parce que j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Merwan.
c'est que je suis sur la forme d'accord avec Amaïs. D'accord, c'est prometteur. En termes de points, on est dans les clous, et voilà. Mais c'est sur le fond, moi, que je me confronte à Ama. C'est parce que on part de loin, mais quand tu montres ce que tu as montré en août et en septembre, c'est pas juste de l'euphorie. Si les mecs avaient réussi à se trouver aussi facilement, ben, ça donne une base de travail beaucoup plus solide. Et pas juste de dire c'était une éclaircie d'été. Je trouve que Sampaoli a de vrais échecs. On en a déjà parlé, on s'était déjà un peu engueulé lors de l'émission après OM3 à ce sujet. Je trouve que l'utilisation plutôt de Sampaoli, par Sampaoli de Lirola est problématique, que sa gestion de Gerson est problématique, sa gestion humaine d'Harit est aussi problématique. J'ai beaucoup de réserves sur ce qui peut ou va se passer d'ici la fin de saison. Après, je suis pas voyant. Je suis journaliste, donc je me conforte aux faits. Donc, sinon, sur le fond de ma pensée, référez-vous à ce qu'a dit Merwan il y a 2 minutes. Incroyable. En tout, en tout cas, tu le disais, Idriss, là où et ça va rejoindre ce que disait Ama, c'est qu'en termes de résultats, l'OM est plutôt dans les clous, les gars. Parce que l'occasion d'être deuxième à la mi-saison, bon, il y a ce point noir en Ligue Europa, mais que tu as réussi un petit peu à rattraper en étant renversé en Conference League. Et finalement, le niveau résultat, est-ce que c'est même presque un peu inattendu, inespéré au vu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Inattendu, non, c'est... Oui, par rapport par rapport au storytelling, mais non, parce qu'au final, au début de la saison, quand tu regardes tous les effectifs de Ligue 1, tu dis l'OM deuxième à la trêve, c'est pas fou d'y penser, c'est Ouais, mais tu faisable. sais bien qu'on n'est pas sur Football Manager, faut que ça prenne, quoi. Franchement, sûr. j'aurais Mais- pas forcément parlé sur ça, moi, dès le début. Mais regarde tous les autres effectifs, tous nos concurrents de Ligue 1, au final, il y a pas beaucoup de monde qui n'a pas changé à part Lille. Et encore qui a changé son entraîneur, mais sinon tout le monde a Ouais, mais changé. dans ces proportions, non, Rennes, par exemple, ils ont moins changé, Oui, ils par ont moins exemple. changé, mais ils recrutent Martin Terrier et Gaëtan Laborde, je les aime bien, mais bon, je préfère quand même avoir Gendouzi et Saliba. Donc, ok, ils ont recruté, ils ont dépensé 80 millions d'euros, j'aime beaucoup Kamaldine Soulemana, mais sur le papier, on garde quand même un meilleur effectif qu'eux. Rennes a beaucoup. Rennes, je les considère même pas comme des concurrents, c'est des concurrents par rapport à ce qu'ils ont déjà fait depuis le début de saison. Mais ok, Rennes, si c'est encore un concurrent à la 37e journée, ben, il faudra plutôt regarder ce qui s'est mal passé du côté de Lille, Monaco et Lyon, plutôt que de se dire qu'on est qu'on est des survivants. Encore une fois, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner, qu'on dominait de la tête et des épaules, qu'on a pu gagner, qui se sont finis par des matchs nuls. Plus que. Donc au final, non, comptablement parlant, en termes de nombre de points, c'est pas fou. Mais vu que tout le monde ne fait pas le championnat qu'il est censé faire, et je reprends les 3 concurrents de base qui sont Monaco, Lyon et Lille, bon, au final, deuxième place à la trêve, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas non plus inespéré. On partait pas le début de saison en se disant les gars, on joue le maintien. Personnellement, moi, je trouve ça inespéré par rapport au scénario parce qu'il y a quand même un certain nombre de faux pas. Il y a des séries négatives où tu as du mal à gagner. Et là où je rejoins Idriss, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que personne ne veut aller chercher les premières places du championnat. Donc l'OM est là parce que l'OM a réussi en tout cas à ne pas avoir des bas trop bas. Il a toujours avoir réussi à conserver des périodes un peu moroses, mais jamais catastrophiques. Et pour le coup, moi je trouve, et je suis assez exigeant avec cet homme, parce que je trouve qu'il y a un effectif de qualité. Certes, On il y a des oublie, postes hein, comme celui. ça a beaucoup changé et tout, mais on oublie la qualité folle qu'il y a poste par poste, hein. Ouais, mais on Ouais, oublie aussi la jeunesse Bien sûr. Ouais, mais de Mais l'effectif. tes cadres, C'est un paramètre à prendre en compte, hein. certes, mais tes cadres de l'effectif, regarde au-delà de l'âge, regarde le nombre d'années d'expérience. Gendouzi, c'est sa 5e saison au niveau pro, donc il a 23 ans, mais c'est sa 5e année 22 même. 22, mais c'est sa 5e année au niveau pro. Saliba, c'est sa 4e. Cengiz Under, il a 20 26 ans. ans. Ouais, mais c'est sa 4e saison, mine de rien. Ouais, mais moi je suis désolé, moi, Donc, moi au final, ça d'accord, me dérange. ils sont jeunes, mais ils sont quand même, pour repartir il y a 15 ans, des joueurs qui avaient 5-6 ans d'expérience, ils avaient déjà 26 ans. Oui, je suis d'accord, mais les c'est derniers ça. mois, ils sortent d'un échec ou d'un semi-échec. C'est à prendre en compte aussi, Oui, les mais gars. c'est des gens- On n'a pas attendez, recruté mais des mecs attends, qui jouaient Mais c'est un autre 35 matchs contexte. réussis C'est un dans leur autre saison. contexte, c'est une nouvelle saison. Non, mais en soi, on est d'accord. C'est juste que. Non, non, moi je suis pas on- d'accord avec ça, hein. Non, mais on garde pas. Là, Non, mais c'est juste je te laisse après, Meron. C'est juste que sur le fait que oui, c'était des joueurs qui n'étaient pas donnés vainqueurs de suite à l'OM. Mais après, voilà, c'est un nouveau cadre, c'est un nouveau contexte. Et c'est pas des joueurs. Tu les récupères pas au fin fond de la dépression. C'est des revanchards. Donc c'est à la limite le meilleur cadre possible pour eux.
À la limite, quand tu Ouais. récupères Milik, c'est pas un cadre idyllique parce qu'il sort d'un long moment de blessure. À la base des bases, il a pas envie d'être là. Mais quand tu récupères Gendouzi, c'est le meilleur cadre possible pour lui. Pour le coup, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Amand, parce que comparativement, je suis désolé. Tu prends les effectifs qu'il y a en face, tu as le PSG qui est largement au-dessus, tu as ce Monaco aussi, qui à mon sens est au-dessus. Mais le reste, je vois pas en quoi, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, c'est au-dessus de l'OM. Bien Tu sûr. prends Lyon, moi je trouve que Lyon a un effectif vraiment moyen. C'est un effectif qui est déséquilibré. Tu prends Rennes, c'est un effectif Mais t'as qui est juste au le moins niveau, par aussi exemple, jeune. du Lyon, déjà, qui mange juste celui de Ah l'OM bon, sur le qui papier, Ouais, normalement. mais notre Lucas défense. Paqueta, Bruno Guimaraes est au-dessus. Le reste, je suis désolé, c'est quand même moyen. Ouais, Ouais, je suis mais- d'accord avec ouais, Marwan. bon, Hein. c'est Non, je justement prends- en sélection du Brésil, tu vois, je prends juste le milieu déjà, par exemple, c'est pas... Ouais, mais non, Bah, si- t'as Après, Ger- peut-être qu'on t'as a Gerson une vision, Guendouzi, Gerson Guendouzi, Payet aussi, ils sont tous internationaux. Ah, mais attendez, les Lions, normalement, à la base, ils ont un effectif peut-être plus cohérent et plus fourni pour non, moi, c'est pas mais vrai. C'est pas vrai. juste... C'est pas vrai d'accord. ça. C'est juste que là, on a un regard biaisé par rapport à leurs résultats qui sont Je très suis pas mauvais. d'accord. Il y a Non, personne non, devant. je suis désolé, il n'y a personne personne. C'est Je un prends le effectif qui est milieu, déséquilibré. ils ont Paqueta, Mais tu prends que le Guimarães, milieu. On a une meilleure Aouar, défense, une Cacré. meilleure attaque. Attends, mais excuse-moi, mais parce qu'il y a aussi la légende Awar. C'est que Awar est un bon joueur, mais tous les combien de mois? Bah, en décembre, janvier, quand il faut Moi, je te parle sur mercato, le papier. et après, mai. Tu me dis la Ah, défense, bon. on a Boateng, non? On a Denayer, je savais pas. Arrête, Ouais, bah, ça Denayer, va. ok, c'est Boateng, moyen. on a Boateng avec ce qui monte depuis le début de saison en Ligue 1, je garde Saliba. Hein. Non, Et il est de- bon. Non, et par de- contre, il est bon, Boateng. Ouais, mais c'est un bon joueur. Mais le reste, c'est quoi? Mais je préfère ce qu'on a nous, bien sûr. Là, tu me rajoutes Boateng. Je dis pas qu'il a pas sa place à l'OM. Hein. Mais si tu prends tu prends la ligne de 4 de Lyon, la ligne de 4-5 de l'OM, on a une meilleure défense. Et C'est tout. largement, hein. Dans Je suis désolé, l'ensemble. Je suis désolé, j'aime bien Loukeba, j'aime bien moi, j'aime Léo pas, Dubois, Je suis pas sûr. mais je préfère avoir Tchalé Tatsar, Balerdi, Alvaro. Est-ce que tu peux isoler le j'aime bien Léo Dubois, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai. Non, Ouais. bien évidemment que c'était ironique. Bien Non, évidemment mais que les gars, c'était ironique. on va pas passer Ah, mais- de 10 oui, voilà, minutes à comparer les deux effectifs, mais Voilà, bref, comparativement, je trouve que le parcours de l'OM, il est bien, mais il ne faut pas non plus se gargariser là-dessus, et surtout par rapport aux qualités intrinsèques de l'OM, parce que je regarde avant tout l'OM, et je ne sais pas toi ce que Benjamin t'en pense, mais moi je trouve que c'est normal en tout cas d'avoir pris les points qu'on a pris cette saison, et je pense même qu'à Paris, tu dois gagner au Vélodrome quand tu les reçois. Et il y a tout un tas de matchs, même en Coupe d'Europe, je trouve que le parcours il est scandaleux, et que les gens disent oui, mais on n'a pas eu de chance, ceci, cela. Non, je ne suis pas d'accord. Tu d'accord. forces là un peu quand même. Non, non, Scandaleux. Ah, il y a 4 matchs sur 6 que tu dois gagner, que tu domines. Hein, c'est... Bah laissez ouais, parler, mais- laissez parler Benjamin qui a été lancé par Merwan de Voilà, fort belle manière. Et oui, Donc- voilà, en une phrase sur la Coupe d'Europe, parce que je pense que vous allez vouloir réagir sur ça, c'est que quand ça arrive une fois, ok, ça peut arriver. Ça arrive 2 fois, ok, peut-être. Ça arrive 3 Ouais, fois, c'est arrivé 4 fois. peut-être un problème. Mais 4 fois, voilà. Mhm. Vas-y. Oui, ça arrivait 4 fois exactement. Ouais, non, c'est vrai que c'est ça qui est assez fou en fait, d'avoir tant de possibilités, de se dire que bon, ben voilà, on finit avec pas mal de matchs nuls. Là, je rebalance sur le championnat, enfin même Oui, vas-y. en Coupe UEFA, c'était pareil. En Ligue Europa, c'était pareil. D'être sur le match nul, donc de se dire bon, bah, au moins on n'a pas perdu, surtout que l'équipe adverse a eu quand même une occasion à la fin qu'on aurait pu perdre, mais que en fait, si on est à cette place, c'est parce que même des équipes qui jouaient très très bien à un certain moment, comme Angers ou Lens, hein, qui sont un peu sous-cotés, mais qui peuvent être nos concurrents, on va dire, au moins dans un début de saison, se sont véritablement fracassés sur certains matchs. Véritablement fracassés. Et qui fait qu'on est à notre place parce que j'ai l'impression que la concurrence n'a pas été si bonne que ça. Il y a eu Nice aussi qui s'est fracassé sur certains matchs et tout ça, et qui fait que, en termes comptables, alors c'est pas terrible, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal non plus. Mais bon, au final, on est où on est grâce aux autres qui n'ont pas fait le job. C'est mon Après, en cas sentiment de- global. En cas de victoire demain, tu te retrouves à 35 points en 18 journées. Ça fait quasiment 2 points par match. Hein. C'est un beau parcours, hein, mine de rien. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, on est peut-être un petit peu sévère avec Sampaoli. Moi, personnellement, j'attends des progrès. J'attends que les choses se fixent. Mais tiens, tu fais bien. C'est le prochain, c'est le point suivant que je voulais Je évoquer. te avec laisse vous. enchaîner. Justement, j'allais vous demander sur Sampaoli, quel premier bilan vous faites, et surtout, est-ce que vous trouvez qu'on est peut-être un peu trop dur avec lui, ou au contraire, un peu trop indulgent à lui passer parfois des choix un petit peu curieux? Sampaoli, c'est un personnage clivant, dans un sens ou comme dans l'autre. Ses défenseurs vont peut-être
avoir des œillères et ne pas souligner ses défauts. Et ceux qui ne l'aiment pas, notamment certains consultants de grande radio, vont chercher le moindre prétexte pour lui tomber dessus. Il faut essayer d'être mesuré. Franchement, en début de saison, les matchs que l'OM nous a offerts, franchement, c'était très enthousiasmant et ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, comme l'a souligné Idriss il y a quelques minutes notamment. Maintenant, même si les résultats sont là en Ligue 1, du moins, c'est normal de souligner certains défauts qu'il a. Idriss a parlé de la gestion de certains joueurs, je suis d'accord. Merwan a parlé de certaines décisions qui ont un peu cassé cette fluidité au niveau du jeu, je suis d'accord. Mais globalement, si on doit faire un bilan, il est positif pour l'instant. Mais lui aussi doit travailler sur certains aspects pour aider l'OM à atteindre ses objectifs. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis content. Pourquoi? Il y a un truc qui est assez simple et qui est aussi lié au fait qu'on ait mangé notre pain noir durant pas mal de temps. C'est le fait que, en tout cas, il y ait des ambitions dans le jeu, d'accord, et qu'il y ait cet objectif qui ne soit pas uniquement du résultat. Et ça, moi, je sais que ça me touche parce que pendant des années, on a eu des entraîneurs on avait, je pense notamment à Rudy Garcia, où c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc là, je suis content qu'on ait Sampaoli, même s'il y a d'autres choses qui m'interrogent, c'est ce manque de constance dans la préparation des matchs, dans le sens où un match, tu vas avoir ce système avec Payet en faux neuf et tu vas voir des trucs que tu n'as pas vu depuis des mois. Et d'autres, tu vas voir ce système avec Milik, qui, pour moi, on a raté l'intégration de Milik. Et donc ça, c'est un problème, parce que pour moi, c'est vraiment un attaquant chapeau 3 européen, donc un très très bon attaquant. Et tu as aussi la gestion de certains joueurs qui apparaissent et disparaissent. Donc Conrad de la Fuente qui avait disparu un moment, là il est revenu. T'as Luis Enrique qui a disparu un moment, là il semble revenir. T'as Balerdi, même si je suis pas fan, il était titulaire début de saison, après il disparaît pendant 3 mois. T'as Alvaro qui joue, puis Tchaï Tatsar, donc on comprend pas trop. Et c'est vrai que t'as tout ça qui interroge. J'ai appris pourquoi Tchaï Tatsar est revenu dans l'équipe en octobre. Ah, vas-y. Du coup, j'ai discuté avec quelqu'un du club et en fait, il m'a dit pourquoi. C'est parce que Longoria avait dit à Sampaoli, il joue plus après son vrai faux départ de janvier. Et du coup, Sampaoli a fait bon, ben ok, on fera sans lui et tout ça. Et quand arrive le gros rush là, de 6 matchs en octobre avec Lazio 2 fois, Paris, Nice, tout ça, il va voir Longoria, il fait bon, écoute, il est là, on est en octobre, il va pas partir d'ici pendant les 2 prochains mois, il va être là. Bon, ben il va jouer. Mais il a pas été alors il a pas été transcendant, mais il a fait ses matchs. Il a fait ses tafs, il a été bon match, ouais. Très bon. Oui, du coup, à la base, très bon match. nous on croyait que c'était parce qu'il n'arrivait pas à digérer, qu'il n'était pas en forme. Non, il était prêt, c'est juste que le président avait dit il joue plus. Je trouve ça incroyable. Après, moi, ça m'étonne pas, parce que j'ai toujours bien aimé Tchaï Tatsar sans en faire un crack. Et surtout, ça me fait plaisir, parce qu'on voit bien quand même que aujourd'hui, l'OM, c'est la meilleure défense du championnat. Et pour moi, c'est quand même la meilleure solution dans cet effectif, indépendamment du profil qui est, je trouve, encore inadapté à ce poste de défenseur central dans ce système à 3, mais pour moi, c'est la solution la plus fiable. Et finalement, tu ne perds pas beaucoup avec ballon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, toi, tant qu'il n'y a pas Balerdi, de toute façon. Non, mais d'ailleurs, c'est un point qu'on peut évoquer, les gars. C'est l'OM qui est meilleure défense de Ligue 1. Alors, je crois que personne s'y attendait l'été dernier, ça, les gars. Qu'on soit à la mi-saison en ayant, je crois, 14 buts encaissés. Ouais, ça peut aussi Duprat, ça Toi, Benjamin, tu as quel regard sur la défense de l'OM? Moi, je sais que je suis assez critique sur certains profils. Je trouve qu'on n'est pas assez pourvu dans le secteur. Mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus? J'étais très étonné au début de la saison parce que j'avais pas l'impression qu'elle serait équilibrée, surtout pour jouer à 3. Et puis au final, je suis assez convaincu parce que j'ai l'impression qu'il y a des profils qui sont assez complémentaires, on va dire. Il y a vraiment une grosse complémentarité. Avec, d'ailleurs, au début, il y avait peut-être un petit peu moins avec Balerdi, mais j'ai l'impression que même quand un Alvaro qui, footballistiquement, on va dire, est un peu en dessous par rapport à ses coéquipiers en défense. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais oui. voilà. On a déjà eu ce débat plein de fois, c'est pour ça que personne n'a rebondi dessus. Oui, parce qu'on on ne peut pas remettre une pièce dans la machine. Mais qu'il arrive à se mettre au diapason. Donc je veux bien, il y a l'attitude sur le terrain, mais presque quasiment techniquement et tout ça. Et donc, c'est une assez bonne surprise parce qu'on a des joueurs jeunes au final.
on prend Saliba, Balerdi qui joue un peu moins, Tchai Tachar qui ferait un peu office de taulier quasiment, enfin taulier on va dire avec des qualités. Luan Pérez, il a 27 ans, mais il vient d'arriver en Europe, quoi. C'est pas sa saison à Bruges il y a 3-4 ans qui fait que. Donc non, je suis assez bien étonné. Et puis, pareil que vous les gars, je ne m'attendais pas... je me souviens de partir du Vélodrome, du match contre Bordeaux, en me disant putain, on a fait 2-2 contre eux, c'est pas possible. Et me dire au moins on va se taper une saison ou peut-être même qu'on va finir 4e ou je sais pas quoi, mais au moins on aura aimé au stade, on aura été content et tout ça. Ça m'a rappelé la saison Bielsa que moi j'ai pas pu vivre parce que j'étais pas à Marseille. Et puis là, ouais, c'est vrai que j'ai cette grosse surprise quand même de les voir meilleure défense et puis surtout d'assurer de bloquer des équipes qui... Enfin, le match à Strasbourg est impressionnant par rapport à ça. Tactiquement, c'est un match horrible quand on n'aime pas le foot et tout ça, mais le fait d'avoir réussi à chaque fois Ça me fait penser à Angers-Marseille sous AVB, moi. Comment ? Ça me fait penser à Angers-Marseille sous AVB. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu sais, ce match où l'OM refuse le jeu complètement, on laisse Angers dominer. Et je crois que l'OM marque sur coup franc, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois gagne 2-0. On gagne 2-0 avec un but sur coup franc, il me semble. Ah oui. Ouais. C'est le match où on dit, putain, AVB, c'était une masterclass tactique, parce que Angers, c'était connu pour être l'équipe qui jouait hyper bas, la dalle angevine, tout ça, tous les poncifs qu'on a pu sortir sur eux. Je ne savais pas qu'on évoquerait la dalle angevine dans cette émission. Hein. Non, après moi je n'étais pas dans l'émission, mais je parlais vraiment de ce qu'on disait en général. Et pour le coup, tu as AVB qui arrive avec exactement une formule similaire où tu as un OM hyper regroupé et qui finalement désarçonne un petit peu l'adversité parce que c'était elle qui était habituée à être dans le rôle de l'OM. Et là, pour le coup, contre Strasbourg, j'avais l'impression que justement, on a laissé le jeu à Strasbourg. Je ne sais pas si c'était forcé ou pas. Je crois que Guendouzi avait dit que c'était préparé l'entraînement. Ou Camara, je ne sais plus. Ouais. Et puis il les avait bien attendus. Enfin, Strasbourg n'avançait pas tant que ça d'ailleurs. Strasbourg a passé le match quasiment à jouer, enfin pas jouer à la passe à 10 dans son camp, mais au milieu de terrain et tout ça. Et puis il a suffi des coups de poignard bien placés pour faire ça. Et j'étais au final agréablement surpris parce que c'est bien, on commence la saison en se disant c'est super, on va pas se faire chier et tout ça. Et là, il y a des matchs où on s'est fait chier. Il y en a eu quelques-uns, quoi. Ouais, on est pas mal. Les gars, on conclut. Beaucoup même. Les gars, on conclut. Vas-y, termine, conclue. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression en fait que ça va permettre de peut-être viser plus haut, au moins sur le plan comptable, peut-être un peu moins sur les émotions. Mais peut-être sur le plan comptable sur la fin d'année. Enfin, ça montre en tout cas que l'équipe commence à jouer ensemble et commence à prendre de la maturité collective. Ça, c'est important, je trouve. Les gars, on conclut avec la rubrique habituelle des après-matchs. Maintenant, on va le faire pour la première partie de saison. Votre phénomène et votre fatigué de la première saison, de la première partie de saison. On rappelle le phénomène, le meilleur joueur, et le fatigué, le pire joueur. Si vous avez un phénomène là sur cette première partie de saison, les mecs. Mandanda. Et plus sérieusement. Il est évident le phénomène quand même. Non, mais oui, mais il est évident, mais on peut vu que tout le monde va citer Payet, moi je vais citer Guendouzi. Guendouzi. Bon, Payet, j'imagine qu'on est tous d'accord. Sinon. Tout le monde a dit Payet et Guendouzi, donc je vais dire Saliba aussi. Ouais, c'est mérité aussi. Il a fait 3-4 matchs pourraves, le reste c'est de haute volée quand même. Ouais. Je suis d'accord, moi et pour le coup je vais enchaîner sur le fatigué, si tu me laisses. Vas-y. Mais attends, toi, innove toi. Pape Gay. Ah, ça va. Ah, merci, j'allais dire. Je te rejoins. J'allais dire qui? Arrête. Non, mais les gars, je veux bien que je suis pas fan de lui, mais il a joué 8 matchs. Ouais, non, Balerdi, tu peux pas le mettre. Il a joué 8 matchs. Il a pas joué. Il a été nommé. Il a peu joué. Non, c'est Pape Gay largement. Non, Pape Gay, je suis d'accord avec toi. Pape Gay, ouais. 100%. Je pensais pas qu'on allait être unanime sur lui. Je pensais que c'était moi qui faisais une fixette sur lui. Non, c'est une vraie déception. Je pense qu'on pense tous qu'on fait une fixette sur lui, mais bon, il y a un moment, on va s'en apercevoir qu'on est tous à penser la même chose.
C'est clair, je trouve qu'il est inadapté à ce que veut Sampaoli et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'adapter ou qu'il veut pas, même si je ne sais pas ce que vous en pensez, quand Balerdi, quand Sampaoli, Et voilà. vous m'en avez parlé. Quand Sampaoli le met en tant que premier relanceur après la défense, en tout cas dans les premiers relanceurs, je le trouve très mauvais. Et par contre, quand il le met plus haut, comme contre Strasbourg ou en Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou, c'est beaucoup mieux, même si c'est toujours inadapté. Ouais, dans les deux rôles, je le trouve pas ouf, moi. J'en avais déjà parlé dans je sais plus quel épisode, il y a 2-3 épisodes. Mais j'ai l'impression qu'il a un plafond de verre et je commence à me poser des questions sur son réel niveau. Parce qu'en soi, si on fait le film de sa carrière à l'OM, il commence très bien. Et depuis ce fameux match à Rennes où il marque et il prend un carton rouge, c'est plus le même. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. Si c'est vraiment ce match où il y a eu un problème. Mais en tout cas, il apporte peu, que ce soit défensivement, offensivement. Il est timoré, alors qu'il semble avoir le bagage technique et physique pour comment dire, faire quelque chose, quoi, balle au pied, etc. Mais non, il n'est pas inspirant, quoi. Quand on le voit jouer, on a juste de la frustration. À chaque fois qu'Amaï parle de Pape Gueye, il parle toujours de ce match face à Rennes. C'est une virgule qui vient juste après. Non, mais c'est vrai, parce qu'en soi, c'est le match le plus marquant qu'il ait fait. Et depuis, vraiment, moi, je marque vraiment le début de son déclin, si on peut parler de déclin, depuis ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il ne montre rien depuis ce moment-là. Moi, personnellement, fatigué du début de saison, c'est Lirola. Parce que selon moi, sa position n'explique pas tout. Donc, ok, il est hyper inadapté pour jouer ailier, que ce soit à gauche ou à droite, mais ça n'explique pas des gestes simples du football qui sont tout le temps ratés. Et voilà. Ouais, et là, contre le Canet Rocheville, il a été mis dans sa position préférentielle et il a toujours montré de grosses limites techniquement. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est parce qu'on sait que techniquement, c'est un joueur plus qu'Abouchi. Eh ben écoutez, ça sera le mot de la fin. J'ai encore coupé quelqu'un, c'est décidément. Je sais pas qui j'ai coupé. C'est Merwan, vas-y Merwan. Non. J'avais rien à dire d'intéressant. Bon, ben, Ok, alors écoute. on arrête là. Eh ben écoutez, c'est fini pour ce soir. Ben, merci Benjamin d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci les gars de m'avoir invité. Et puis écoute, tu reviens l'année prochaine, vu que c'est une fois par an. Écoute, tu reviens pas se voir. Ouais, quand on sera sélectionné au Festival de Cannes. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à suivre @GunnarFilm sur Twitter et comme on l'a dit, pour avoir toutes les infos sur les projets de films, du film de Benjamin, c'est là-bas qu'il faut aller. Yes. Et puis, merci Benjamin, merci les gars. Nous on se retrouve alors ni lundi ni mardi parce qu'il y a un monsieur qui fait ses caprices là dans l'émission, qui parle là lundi ni mardi, donc on est obligé de se retrouver mercredi soir, le 29, C'est la fin de l'année. Pour la fin du top 30. Oh là là, les gars, ça va être un grand moment, ça. La fin du top 30. J'ai hâte. Je pense qu'on va vite balayer les numéros de 10 à 5 et on va se battre sur la position des 4 premiers. Surtout de 4 à 2. Là. 4, 3 et 2, il y aura du débat. Voilà, tout à fait. Eh bien, on se retrouve mercredi, donc, et puis bonne fête à tous. Mangez bien, buvez bien, avec modération quand même, et puis joyeux Noël à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.